Tout le monde, ouais. Non, on n'a pas tout le monde, mais j'arrête d'attendre. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, ils prendront en cours de route. Exactement. Euh, eh bien, bonsoir à toutes. Il n'y a que des toutes aujourd'hui, a priori. Les documents que je vous ai partagés sont totalement libres de droit, il faut le savoir. Il y a une version en anglais et j'ai traduit la partie induction du document que vous avez reçu. Aujourd'hui, on va vraiment se centrer sur la pratique, très, très, très fortement. Je montre d'abord le menu. Alors, à la base, je voulais vous faire une blague pourrie, vous faire une induction basée sur les quatre accords Toltec, comme quoi il ne faut pas prendre la douleur personnellement, que quelque part nous l'avons cherché et que nous réalisions de manière karmique quelque chose et que nous sommes créateurs de réalité et que nous sommes donc responsables de ce qui nous arrive. Voilà. Mais au final, si ça vient, ça pourrait vraiment toucher la corde sensible de quelqu'un. Donc on va arrêter les conneries. Euh, pourquoi tu es venu me chercher sur la douleur, Anna? C'est vrai ou pas? Alors, je suis venue te chercher parce que je pense que tu as une vision, comment dire, réaliste de l'accompagnement de la douleur en hypnose, parce que tu fais ça depuis... Alors, tu travailles en hôpital, tu vois. Mhm. Il me semble que tu fais de la douleur, mais que tu fais pas spécialement ça. Il y a plein d'autres choses que tu accompagnes à côté. Et... hop, je désactive les sons en même temps. Et je pense que tu as une capacité à expliquer des trucs très réalistes. Alors, faut pas en prendre ombrage, hein. Des fois, il est un peu cash, Yann. Moi, j'adore, Ouais, personnellement. Mais, comme le dit les quatre accords Toltec, ce n'est pas personnel. voilà. Et parce que aussi, il y a énormément de... Alors, baste les anciennes infirmières reconverties qu'on a dans le programme qui sont en majorité. Ce que vous entendez clac-clac derrière, c'est le chien qui va prendre une balle dans 2 minutes. C'est normal. Et, euh, et donc, il y en a pas mal qui accompagnent la douleur. La douleur, et j'ai quelques personnes qui sont en train de se spécialiser aussi sur la fin de vie. Et donc, je pense que c'est des sujets hyper intéressants qui sont, comment dire, en formation. On voit le dessus du panier. Voilà. Ben voilà, ça résume très bien les choses. Donc moi, je me suis retrouvé dans un hôpital du 93 en 2019, dans un service de réanimation et d'unité de soins continus. Et à peu près un tiers de mon travail, c'était le travail sur la douleur. Un autre tiers, c'était les angoisses, des choses comme ça. Et puis un autre tiers, c'était, et ça rejoint la douleur et les angoisses à la fois, ce qu'on appelle le sevrage ventilatoire, réapprendre aux gens à respirer, qu'on a désintubé ou qu'on était en train de désintuber. Et ça m'a obligé à revoir complètement ma pratique de l'hypnose et à revenir très très fortement sur les anciennes techniques de l'hypnose, celles qu'on employait avant le chloroforme dans les années 1850-1860. Et on a un beau patrimoine en hypnose de techniques. Donc aujourd'hui, l'idée, ce serait de vous proposer des éléments pour la pratique, peut-être même qu'on va tester des choses ensemble. Mais voilà, vous proposez en fait un point de vue qui est très classique, c'est-à-dire celui qui était le point de vue de l'hypnose, en gros, jusqu'à Erickson, où on proposait aux personnes qu'on accompagne dans la douleur un entraînement spécifique pour qu'ils puissent être autonomes face à la douleur. Donc, on va regarder ça de manière assez technique. Euh, un point important dans la pratique, qu'on soit en hôpital ou pas, si on n'est pas médecin, ben, on n'a pas le droit de traiter directement la douleur. Même si on est infirmière, même si on est aide-soignant, sauf si on a été mandaté par un médecin, ben, on n'a pas le droit. Donc moi, je travaillais sur la douleur à l'hôpital sur prescription médicale et en cabinet, je maintiens cette idée-là, c'est-à-dire je ne travaille jamais sur une douleur si je n'ai pas une autorisation écrite d'un médecin. Sinon, c'est assimilé à pratique, exercice illégal de la médecine. Et en plus, ça vous vous en doutez, mais parfois j'ai quand même dû le dire, donc je pense que là, on est, euh, on est entre gens informés, mais ben, on fait prendre des risques en travaillant sur les signaux de la douleur à des personnes. Euh,
Moi, j'ai vu le cas, même à l'hôpital, de personnes qui se supprimaient la douleur et qui forçaient trop pendant des séances de réhabilitation, de rééducation avec le kiné. Euh, bon, ça n'a jamais été très, très grave, mais on n'est pas obligé de faire n'importe quoi. Et récemment, j'avais un débat avec un jeune collègue, plein de bonne volonté, mais qui voulait faire de l'hypnose sur quelqu'un qui était en train d'avoir un arrêt cardiaque. C'est une super mauvaise idée si vous voulez perturber le diagnostic. Il était pas de mauvaise foi, hein, c'est juste qu'il n'était pas au courant. Et puis même d'un point de vue très terre à terre, très bassement intéressé, si on réfère à un médecin, si on réfère à un médecin, comment dire, des patients qui nous consultent pour la douleur, ça va les rassurer. Il y a peut-être plus de chances qu'on tisse un réseau de prescripteurs avec ce genre de manière d'être, de comportement, que plutôt d'embêter les médecins avec des envois de cartes de visite, des cartes postales, ce genre de choses. Donc, peut-être que ça rejoint. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Anna. Ça peut être un tips aussi pour l'aide à l'installation. Il vaut Tout à mieux des fait. fois refuser des séances, demander l'avis du médecin, par exemple, tout ce qui va être dépression, tout ce qui va être douleur, demander qu'il y ait des analyses de sang, demander qu'il y ait un accord du médecin. Et puis se dire que voilà, on est à la disposition du médecin s'il veut nous appeler. Moi, Juste, Yann, je te coupe juste vite fait. Ça a coupé quand tu étais en train d'expliquer ton jeune collègue. Ah mince. Juste sur... Non, on a bien entendu tout, sauf ce qu'il voulait faire. Eh bien, il voulait faire. Il a assisté devant lui dans la rue, il y a quelqu'un qui est tombé, qui a eu des crampes au niveau de la jambe et qui avait, semble-t-il, les symptômes d'un malaise cardiaque. Et il a voulu lui faire de l'hypnose. Il a voulu lui faire des sous-modalités, des choses comme ça. Enfin, un truc sympa euh, pour empêcher un diagnostic précis, pour interférer, pour faire perdre du temps sur, comment dire, le contact avec les secours. Donc, c'était pas de mauvaise volonté, c'était une très, très mauvaise idée. Voilà. Et j'ai eu une fois, moi, en formation, enfin en supervision pour être exact, un formateur avec quelqu'un qui a fait un malaise vagal avec quand même des signes de détresse respiratoire, qui a commencé à faire des sous-modalités sur la personne et qui m'a engueulé parce que moi, j'avais eu le réflexe d'appeler les pompiers. Voilà. Et bon, ce monsieur a eu de la chance que c'était pas si grave que ça, mais on n'est pas médecin, on ne sait pas. Donc, on joue pas avec le feu. Donc, ça, c'est des précautions. Je pense que tout le monde est OK avec ça. Autre point important aussi sur tout ce qui va être travail de la douleur, une fois qu'on a l'autorisation, alors que ce soit en secteur hospitalier ou que ce soit avec quelqu'un, un patient plus stabilisé au cabinet. Ça, je vous passe. Mais là, je vous enverrai le PDF si vous voulez après. Mais il y a un certain nombre d'études, notamment une qui les résume bien, qui date déjà de 1996, de Patterson, qui explique que à bien des moments, l'hypnose peut ne pas fonctionner sur le travail de la douleur, parce que pour les personnes qui ont été victimes d'accidents lourds ou qui ont été dans des opérations avec anesthésie complète, on va souvent avoir une association d'idées, souvent instinctive, inconsciente, qui est douleur égale signe de la survie. Donc, vous avez des personnes qui instinctivement vont refuser de lâcher la douleur. C'est les oncologues américains qui ont le mieux étudié la chose, dans des études qui datent des années 2000, avec un profil de patients qu'ils appellent monitors comme radar, être en surveillance, en survigilance permanente. Avec ces patients, de manière très simple, si on ne veut pas prendre de risques, on ne va pas dire qu'on supprime la douleur, on va dire qu'on va ressentir plus de confort, par exemple. Ça, c'est la proposition de Patterson. Dans votre pré-talk, dans la manière dont vous allez expliquer le travail que vous allez faire, vous allez ressentir plus de douleur. Voilà. Et c'est ce que, par exemple, vous avez des articles d'Erickson où il explique que quand ça ne marche pas, la suppression de la douleur, il va remplacer la douleur par une sensation désagréable. Mais cette sensation désagréable continue de jouer le rôle d'un signal. Par exemple, Erickson, il aimait bien suggérer les grattements, la sensation de quelque chose qui gratte, d'assez chiant, mais qui maintient une certaine vigilance, mais qui permet quand même à la personne d'être sur autre chose que de la douleur. Voilà. Donc ça, c'est des précautions. Vous ne dites pas on va ou même vous ne dites pas on va la diminuer.
On est plutôt sur on va augmenter le confort, on va augmenter la sensation d'aller mieux. Et on verra un petit peu ce qui va favoriser en fait le processus inductif. Euh, Si à un moment donné vous avez envie, ça c'est quelque chose que j'aurais tendance à conseiller à un jeune praticien qui a envie de se forger une expérience forte, si vous avez envie de candidater dans les hôpitaux, ça se fait de plus en plus, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous enverrai les études qui vont vous servir d'argument de vente, notamment celles où on montre que le travail de la douleur, le travail sur la douleur, ça va diminuer les chances, après une hospitalisation, après une prise en charge, pour des patients de rentrer dans la dépression, dans des dépressions donc diagnostiquées. Donc là, j'ai les articles de l'Association internationale d'études de la douleur. Donc c'est des études menées commandées par des associations de patients eux-mêmes. Donc on est vraiment au plus proche du vécu des patients. Et puis sinon, vous avez des études qui ont été menées en Suisse principalement, sur des patients en soins intensifs notamment, mais ça pourrait aussi s'appliquer à la médecine interne, ce genre de choses. Donc sur des patients qui étaient hospitalisés au moins 6 jours, ils sont amusés à calculer la réduction des frais d'hospitalisation. On atteint bien souvent des chiffres supérieurs à 170 000 euros. Ça, si ce n'est pas des arguments de vente pour aller vanter les mérites de l'hypnose, je ne sais pas ce qu'il faut. Et ça, c'est quelque chose auquel, dans des contextes de réduction, de compression des coûts, auxquels les directeurs des hôpitaux, les chefs de service peuvent être tout à fait sensibles. Bref, tout ça pour dire que on peut vraiment apporter certaines choses en hypnose. Et notamment, on a une division par 4 nombre de personnes qui vont connaître des états diagnostiqués comme dépressifs quand il y a au moins 7-8 séances d'accompagnement à l'hypnose. Voilà. Ça, c'est un point important. La personne qui est aujourd'hui dans la francophonie la plus en vue sur les questions de la douleur, c'est une professeure de médecine qui travaille au CHU de Liège, qui est extrêmement connue. Il n'y a pas longtemps, on a fait un reportage sur certains de ses élèves qui avait été fait par Arte, qui a été repris ensuite sur Netflix. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les unes les autres, qui s'appelle Ma voix t'accompagnera, qui raconte un petit peu des prises en charge au niveau du bloc opératoire. Pour faire simple, je vous ai résumé là en fait, donc c'est Fémonville, Elisabeth Fémonville, qui a relancé dans la francophonie, parce que ça se faisait depuis un moment aux États-Unis, le travail des soins. Elle avait des étapes, elle avait un travail sur la douleur, sur la préparation de la douleur, sur la préparation des opérations qui permettait de diminuer la quantité d'analgésiques, de chimie en fait utilisée. Donc elle fait ce qu'elle appelle de l'hypnosédation, c'est-à-dire un mix entre quantité minime de sédation chimique et puis l'utilisation de l'hypnose. Et en fait, à force de chercher sur plusieurs centaines de patients, elle a mis en place une espèce de protocole qui est assez simple. Donc, première, en guise d'induction, une fixation du regard, jusqu'à avoir un regard complètement fixé, les traits du visage les plus lisses possibles, suggestion de fermeture des yeux. Et à partir du moment où la suggestion de la fermeture des yeux passe, eh bien, suggestion de relaxation musculaire progressive. Comment font la plupart des praticiens qui utilisent cette méthode? Ils font ce qu'on appelle, vous savez, le fameux body scan. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le body scan? Si vous ne savez pas, faites signe. Comme je ne vois pas tout le monde. C'est bon pour tout le monde? Il y a quelques personnes qui ne savaient pas, de ce que j'ai vu. Ok, bah c'est en gros, c'est faire zoomer la personne sur des parties du corps. Quand vous faites un body scan, vous allez dire, bah voilà, concentrez-vous sur, on va dire, je sais pas, concentrez-vous sur les talons, fixez votre attention sur le talon, le dessous du talon, le côté du talon, le talon se détend. Et puis après, vous partez à une autre partie du corps. Concentrez-vous sur le dessous du pied, uniquement le dessous du pied, le dessous du pied se détend. Concentrez-vous sur la racine des orteils. Vous faites toutes les parties du corps. Ça peut durer 1 heure, une demi-heure, juste comme ça. C'est bien quand vous avez des patients ou des clients que vous préparez à une opération. Il ne faut pas faire ça à quelqu'un qui
a déjà des douleurs dans le corps. Exemple, un grand brûlé, quelqu'un qui souffre de drépanocytose. C'est une maladie du sang qui touche les populations d'Afrique de l'Ouest, en fait. C'est une maladie génétique. Hein. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup travaillé. La drépanocytose, dans un hôpital du 93, il y a beaucoup de primo-migrants ou de seconde génération de migrants qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Donc voilà. Et ensuite, ce qu'elle fait, donc, après fixation du regard, fermeture des yeux, qui est le test hypnotique en fait pour les équipes Fémonville, la relaxation musculaire, et bien ensuite, vous avez un accompagnement dans Safe Place, un vécu agréable, un souvenir. Donc, ça demande d'avoir pris des renseignements en amont. Voilà. Ces procédures-là vont très bien fonctionner sur la douleur avec des patients très réceptifs ou très entraînés à l'hypnose. On a tendance très largement à se casser les dents quand on fait ça sur une première séance avec un patient moyennement, moyennement à l'aise avec les phénomènes hypnotiques, moyennement entraîné ou moyennement doué. Aujourd'hui, je ne vais pas développer sur les conditions de l'hypnotisabilité. Je vais partir du principe qu'on se retrouve face à des patients douloureux, plutôt peu doués, et qu'il faudrait quand même accompagner petit à petit vers de la douleur. Voilà. Sur ces types d'accompagnement, une précaution aussi très importante, c'est la suivante. Il vaut mieux éviter de laisser des moments de silence. Donc, il vaut mieux même parler pour ne rien dire, même des fois faire de la machine à phrases dans ces cas-là, raconter des trucs qui ont rien à voir, occuper la personne, notamment les personnes qui sont en survigilance. Parce que tant qu'ils ont votre voix, ça maintient une écoute, ça réoriente l'attention. À l'hôpital, des fois, quand je ne l'ai pas fait, quand je n'avais pas comment dire, bien en main toutes les clés pour l'accompagnement de la douleur, j'avais ce qu'on appelle, on peut l'avoir aussi en cabinet, ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire la personne, elle commence à se détendre, elle va bien, commence même à glisser, alors soit dans une imagination calme, soit même dans un sommeil hypnotique, et puis elle va avoir l'espèce de sursaut, et c'est tout à fait normal. Maintenant, même dans la douleur, j'explique que ça peut arriver parce que il peut y avoir des peurs, il peut y avoir la sensation de quelque chose qui, en coupant la douleur, coupe de toute sensation. Donc, vous l'annoncez à l'avance, vous faites des petites périodes de relaxation, vous ramenez la personne, vous y retournez. Bref, c'est l'effet rebond. On en diminue quand même largement la fréquence quand on dit qu'on va plus améliorer le confort ou simplement se relâcher, qu'on ne dit pas qu'on va supprimer la douleur. Les gens le diront eux-mêmes, hein, de toute façon. Ils diront eux-mêmes s'ils ont plus mal, moins mal. Et puis, s'ils ont tendance un petit peu trop à s'endormir, à plonger, eh bien, s'il y a un effet rebond, on leur avait annoncé à l'avance qu'il peut y avoir des petits sursauts comme quand on s'endort et que c'est tout à fait normal et que de toute façon, si ça arrive, on va reprendre et on prend le temps de faire une pause si nécessaire. Dans les documents que je vous ai envoyés, vous avez un exemple d'accompagnement version hypno-relaxation. C'est un des spécialistes de la douleur en recherche et en pratique, Joseph Barber, qui l'a mis au point. Il n'était pas tout seul. Ça s'appelle Rapid Induction Analgesia. Voilà, analgésie, induction rapide analgésique. Ça fonctionne très très bien avec les Américains et les Anglo-Saxons, un peu moins en France. Et en France, il est recommandé de rajouter un peu de confusion, peut-être parce qu'on est des emmerdeurs à l'esprit critique, ou je ne sais pas, j'ai des traits culturels, ça a été remarqué. Aux États-Unis, quand ils avaient fait l'étude sur la RIA, ils s'étaient rendu compte que la fois où ils avaient quasiment 100% de réussite, hein, alors ça avait été testé par les dentistes et c'était pour diminuer, euh, les anesthésies chimiques pour les patients en dentisterie. Et ça a magnifiquement raté le jour où le président Kennedy a été tué parce qu'il y a un assistant du dentiste qui s'est mis à hurler depuis la salle d'attente « Ils ont tué le président !» Donc effectivement, ça a fait un état de stress. Et là, ce jour-là, ça a été quand même comptabilisé comme un échec. Donc ça a fait baisser la statistique. Donc, vous irez voir cette induction. C'est vraiment pas glamour comme hypnose, donc ça va pas être quelque chose de mis en avant,
par ceux qui aiment bien l'hypnose spectaculaire. Et comme on est un peu sur une tendance depuis 10-15 ans à dire que l'hypnose, c'est pas du sommeil, l'hypnose, c'est pas de la relaxation, vous pouvez croiser des praticiens d'hypnose qui vont être assez hostiles au principe. Et franchement, quand on travaille en hôpital ou avec des patients très douloureux, on est très content d'avoir juste de la relaxation. On est très content d'avoir juste un relâchement de la personne. Bref, l'exemple que vous avez pourra, je pense, vous donner des idées à réutiliser, à recycler. Une première technique, je vais couper un peu le partage d'écran quelques instants, mais c'est une technique de Joseph Barber qui fait partie de ce qu'on va appeler les manœuvres préliminaires. C'est-à-dire avant même de travailler sur la douleur, de suggérer à la personne que la douleur va s'arrêter, on va avoir besoin de produire un état particulier. Au 19e siècle, il y avait un mot pour désigner cet état pré-hypnotique. Aujourd'hui, le mot s'est perdu. Le mot s'est perdu parce que on a tendance à aller beaucoup plus vite dans l'état d'hypnose sur la douleur. On ne pourra pas toujours et on va être obligé de beaucoup plus décomposer notre propos. Cet état, je vous mets le mot dans le chat, comme ça vous aurez l'orthographe, ça s'appelait les états d'hypotaxie, on appelait ça les états hypotaxiques. C'est, nous, on va dire, l'état pré-hypnotique. Il y a plusieurs manières de le faire, je vais vous en proposer deux. C'est basique. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler une pré-induction. Ça va permettre aussi de comprendre la différence, quand on travaille sur la douleur, entre la suggestion et les instructions. Ça, c'est quelque chose qui est assez peu dit. Je crois que quasiment personne ne le dit en France, peut-être une ou deux exceptions. Pour qu'un état hypnotique fonctionne, ce que la recherche des dernières années a montré, c'est que plus on va donner des instructions simples à suivre à un patient ou à un client, plus il y a de chances ensuite que les suggestions passent. En gros, c'est comme si on réalisait de manière non verbale un grand yes set, une grande séquence de ratification. Donc, je vais vous proposer des exemples pour créer cette espèce de grand yes set, mais je compte sur votre créativité, sur vos idées, sur ce qui vous vient, sur aussi vos capacités utilisationnelles pour en proposer. La première technique, ça va être tout simplement ce qu'on appelait au 19e siècle du monoïdéisme. On va se concentrer juste sur une chose. Ça va être très bête, très con, très basique. On va faire ensuite une variante sommeil. On verra pourquoi le sommeil, la suggestion de sommeil est hyper intéressante. Pas simplement parce que c'est l'heure là aujourd'hui, bientôt, mais parce que quand on dort, on est dissocié. Quand on dort, on ne sent plus la douleur. Quand on dort, notre esprit peut être ailleurs. Quand on dort, on peut rêver qu'on est ailleurs. Quand on dort, on peut ne plus sentir le corps. Et arrêtons d'être des chochottes là-dessus en hypnose. Les gens, ils s'attendent en plus à dormir et ils voient sans arrêt Mesmer qui met des dizaines de personnes sur scène. Bon, certains, c'est des acteurs, c'est vrai, mais qui dorment. Donc, peut-être qu'on n'arrivera pas à faire dormir quelqu'un sur une première séance, mais déjà s'en rapprocher et avoir le relâchement et l'engourdissement qui va avec le sommeil, ça va permettre de faciliter certains soins. Donc, hypotaxie. Deux possibilités. Je vous propose de vous accompagner en groupe, puis on prend un petit temps d'échange. Je vais faire 2 minutes, un extrait de chaque technique, mais sachant qu'on peut le faire beaucoup plus longuement, on peut le faire 10 minutes, mais voilà, on est entre praticiens. Je vous donne un petit peu, enfin je vous donne, c'est des choses que vous connaissez sûrement déjà. Je vous donne une possibilité de mode d'emploi, on prend un petit peu un échange, peut-être qu'avec vos questions, je compléterai. Est-ce que ça vous va si on teste un peu en groupe et qu'on compare nos impressions derrière? Est-ce que ça vous va? Yes. OK. Alors, je vous fais le truc et ensuite, on décrypte très simplement. Ce que je vais vous demander de faire, ça va être de vérifier que vous êtes dans une position qui vous convient, confortable. Donc, veillez à modifier s'il y en a besoin votre position ou rester dans celle-ci si elle vous convient. Je vais vous demander aussi de mettre vos pieds parallèles l'un contre l'autre. Si vous êtes en tailleur,
ben, vous allez mettre vos mains à plat. Si vous êtes en tailleur parce que vous êtes à la maison, mais si vous êtes assis, il y a le sol sous vos pieds, mettez vos pieds collés l'un contre l'autre, bien collés. Je vais vous demander aussi, au-delà de l'écran, de choisir un point sur lequel fixer votre attention. Tout à l'heure, ce sera sans doute ce point-là dont vous vous serviez pour rentrer dans l'état d'hypnose le plus profond, le plus confortable, le plus intéressant. Et même s'il y a un chat qui vient sur vous, vous pouvez ensuite revenir sans arrêt à l'idée de fixer ce point. Simplement fixer ce point, uniquement fixer ce point. Je vais vous demander, quand vous aurez vraiment choisi ce point, de prendre une bonne inspiration et sur l'expiration, de souffler plus lentement. Et puis ensuite, tout en fixant ce point, d'observer votre respiration. Il n'y a rien d'autre à faire au niveau de la respiration. Vous fixez le point, vous avez pris une bonne inspiration, sur l'expire, vous avez soufflé un peu plus longuement, et vous observez votre respiration. Ce que je vais vous demander de faire ensuite, ça va être d'immobiliser votre langue. Soit vous la coupez au palais, soit vous la gardez à plat. Et vous aurez donc 2 points d'attention. Le point sur lequel vous mettez votre attention, votre regard sur le point, et puis votre langue immobile. Bien sûr, s'il y a besoin de déglutir, vous déglutissez. Et tout en fixant ce point, tout en gardant la langue immobile et en restant conscient de votre langue, vous allez juste suivre cette simple consigne. Si à un moment donné, il y a des pensées qui vous traversent, si vous êtes en train d'analyser ce qui se passe ou s'il y a des pensées parasites qui viennent, aucune importance, ce n'est pas grave. Vous revenez juste à l'idée d'être concentré sur le point, focalisé sur le point, et concentré sur la langue, immobile, fixe. Et même quand vous clignez des yeux, votre regard revient sur le point. Alors là, on ferait durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Peut-être qu'à certaines personnes, on répéterait sans arrêt, fixer le point, immobiliser la langue, fixer le point, immobiliser la langue. Avec un patient un peu douloureux à l'hôpital, c'est ce que je ferais. Je reviendrai sans arrêt sur le point. Je ne m'amuserai pas à faire des métaphores, je ne m'amuserai même pas à faire des suggestions. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de savoir si la personne elle est capable de se concentrer. Parce que s'il n'y a pas de concentration, on va galérer, il va falloir faire autrement. Tiens, je vous invite à reprendre toute une bonne inspiration. On va lâcher le point. Et là, on va faire un peu entre nous. Donc, je vais vous ouvrir le micro et puis voilà. Donc là, c'est juste une manœuvre préliminaire. C'est un état qui va favoriser l'hypnose. Ça me permet de valider 2 choses. Est-ce que la personne, elle suit mes consignes? Est-ce qu'elle fait ce qu'il faut ou pas? Si la personne ne suit pas mes consignes, je n'irai pas dans la phase d'après où je vais tester la suggestion. Je vais tester de voir s'il y a déjà une capacité à suivre les suggestions. Alors, juste comme ça, entre nous, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça suscite comme modification de votre état? On prend de l'info, vite fait. N'hésitez pas, il y aura des réactions très contrastées. Des gens qui ne vont rien sentir, il y a des gens, ça va les apaiser, il y a des gens, ça va les énerver. Prenons les infos. On a parlé de préliminaires, c'est bien les préliminaires, bien, ça marche bien. Hein. Donc moi, je vais partir tout de suite. Souvent, c'est très bien. Ah, t'es parti tout de suite. Bon, ouais. Après, tu es un sujet entraîné, j'imagine. Pas tant que ça. Ah ouais, ok. Bien. Mais j'aime bien le côté, en fait, ça me sature le cerveau. Du coup, le fait de... Voilà. C'est une mini-saturation. Le point le plus important dans ce qu'on est en train de faire, c'est est-ce que la personne, elle suit? Est-ce qu'elle prend la respiration? Est-ce qu'elle fixe un point? Est-ce qu'elle le tient? Est-ce que ça bouge au niveau de la langue? Et on pourrait blinder de plein de présupposés. On pourrait dire que quand les gens, ils ont plein de pensées, ça s'agite, ça a été démontré ça. Il y a les muscles de la langue et cordes vocales qui s'agitent un petit peu, même quand les gens ils rêvent la nuit et qu'ils dorment. Mais là, on va y aller cool. On ne va pas faire comme l'hypno-ericksonien du 21e siècle qui fait 25 confusions à la seconde, qui fait 30 suggestions sans savoir laquelle va marcher. On va être basique, on va être hyper charpenté. Donc, je vois sur vos commentaires, il y a du calme, il y a de la relaxation déjà cuite pour Julie. OK. S'il y en a qui veulent prendre la parole, hein, hyper concentration, oui. Au 19e siècle, ça s'appelait monoïdéisme. Ça avait un autre nom, on appelait ça le braidisme. C'est la technique de James Braid. On allait quand même faire des mastectomies avec ça derrière. Donc oui. Alors, on ne faisait pas ça en 2 minutes. Il y avait ensuite
la suite. Vous n'hésitez pas à poser des questions, à prendre la parole, mais est-ce que vous avez Vas-y, repéré Pardon, Lénaïque qui avait la main, du coup, je... Eh ben, allez-y, vas-y, Lénaïgue. Allume ton Oui, micro et on juste oui, normalement, j'ai mis mon micro. C'est bon, vous m'entendez? Super. Ok. Juste quand tu dis, ça permet de voir si la personne suit ou pas. Moi, j'avais besoin de pas mal déglutir. J'étais déjà pas mal détendue et tout, mais du coup, c'est à ça que tu vois que la personne ne suit pas forcément, à la fois à son regard, est-ce qu'il reste fixé, mais au niveau de la langue aussi, ça doit être calme, Non, parce qu'à complètement un moment donné, calme. j'ai dit, si vous avez besoin de déglutir, c'est OK. Oui. Moi, je bâillais. Ouais, donc les gens, voilà, les gens vont bâiller, les gens vont avoir besoin de déglutir. Mais C'est l'idée, normal. c'est que tu donnes une consigne à la personne et ça, c'est des choses aussi qu'on utilise énormément avec les gens qui ont des TOC. D'accord. Parce que tu vas immobiliser le bordel qu'il y a dans sa tête. Vous avez un très bon livre qui explique ça très bien, de Claude Michel, donc les deux prénoms, Claude Michel, Hypnothérapie pour les TOC. Voilà. Il fait même pas 100 pages, le bouquin, il est clair, c'est plein d'exemples d'induction. On peut d'ailleurs se servir de certains de ces exemples pour travailler la douleur. Et là, je suis aussi on va aussi tester si la personne elle a déjà des facilités pour rentrer en catalepsie. La catalepsie, c'est une des bases du soin sur la douleur. La catalepsie, c'est pas juste une main comme ça. Des fois, ça, c'est pas une catalepsie. D'accord? Ça, c'est juste un mouvement qui peut faciliter le maintien de la main. C'est pas une catalepsie. Une catalepsie, c'est les gens qui sont immobiles, qui sont engourdis. C'est ce qu'on appelait autrefois les transes stuporeuses. Ceux qui sont très bons pour les transes stuporeuses, c'est les Hellmaniens. Ils font une catalepsie des yeux, les yeux deviennent impossibles à ouvrir, et en fait, ils font une espèce de grande relaxation. Le mot catalepsie, en fait, on s'en fiche. En gros, c'est la personne qui est relaxée. Et quand on fait un gaz du sang, pour ceux qui voient ce que c'est, quand on fait certains soins douloureux, des ponctions lombaires, des choses comme ça, c'est vachement bien d'avoir une catalepsie. Et il y avait deux clés au 19e siècle pour la douleur, c'était créer des bonnes catalepsies et faire dormir la personne. Catalepsie d'abord, puis dormir. La catalepsie, c'est ce qu'ils appelaient le petit hypnotisme. C'est-à-dire la personne, elle entend toujours, mais elle est relaxée, elle est un peu dans cette espèce d'état d'entre-deux. Donc ça, c'est une manœuvre préliminaire. Je vais vous montrer comment on peut la pousser, cette manœuvre préliminaire, comment on peut la pousser à partir de là. Mais je n'irai pas plus loin si je vois que la personne, elle ne suit pas. Un des points que la recherche a montré, vraiment fondamentaux, c'est que, comment dire, l'état d'hypnose, ce n'est pas quelque chose qui se télécharge, qui vient de l'opérateur et qui vient comme une espèce de fluide sur la personne. C'est la personne qui se met elle-même dans des conditions où alors, ce que nous on appelle en Occident l'hypnose, se déclenche. Donc en gros, plus on va rendre la personne active avant l'induction, en suivant des consignes, quand vous leur dites mets tes mains comme ça, non, on change de côté, fixe un point, non, on change de point, plus on va donner des consignes comme ça simples, et plus la personne va les suivre, plus il va y avoir une facilité à rentrer dans l'état hypnotique. Ça, c'est des travaux très, très récents. J'espère, en 2023, publier un bouquin via le rêve lucide qui résume tout ça. Mais voilà, on donne des consignes, la personne, elle les suit. Alors, dans quelques instants, je vous demanderai de vous remettre à peu près dans la même position que vous étiez. Si elle n'était pas confortable, bien sûr, vous en changez, vous en prenez une mieux. Puis pareil, vous allez fixer un point et on va pousser un peu plus loin ce qui est en train de se passer, si c'est OK pour vous. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très bête, c'est très décomposé. Et on va observer l'effet que ça a sur vous. Allez, fixez un point, les pieds comme tout à l'heure, la langue collée. L'objectif, c'est de réussir à hypnotiser le chat, ou alors c'est lui qui va le faire. Voilà, ça baille des fois. Fixez le point. Et il va juste se passer ceci. Je vais vous demander de vous demander comment vos paupières vont se fermer. Posez-vous intérieurement dans votre tête tandis que vous fixez le point et que vous maintenez toujours cette langue fixe, sauf si vous avez besoin de déglutir, bien évidemment.
En toute détente. Continuez. Nous avons perdu notre gourou du soir, mais tout va bien. Léger bug. Celles qui veulent revenir, reviennent, comme on s'est fait à d'habitude. Donc, là, on est emmerdé, clairement. Ah oui, je croyais que c'était volontaire, moi. J'étais Non, pas mais moi contente. aussi, j'étais trop bien, et je me dis, tiens, il parle plus, mais c'est vraiment agréable. Et il s'est barré en feu, en fait. Mince, super intéressant jusque-là. Bon, j'ai hypnotisé mon routeur internet, je suis désolé. Bon, Et nous, on était bien, tu désolé. sais, on se disait, on continue, nous, tu sais. Et il y en a peut-être qui sont encore. Désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, je suis passé sur ma connexion téléphone, donc ça va aller. Allez, vous refixez le point, vous faites comme il y a un instant. Voilà, ça va être assez court de toute façon, mais assez simple. Il y a 4 phrases à retenir, puis voilà. Donc vous fixez votre point, celui qui vous aide le plus à rentrer dans un état, allez, disons le mot, même si c'est mal, de relaxation. Il ne faut pas dire ça dans certaines écoles, sinon on vous brûle. Et vous allez juste vous demander comment vos paupières clignent, comment elles clignent encore, et comment les yeux se ferment, et comment les yeux restent fermés. Et quand les yeux seront fermés, complètement fermés, même si les paupières sont en train de se fermer ou sont déjà fermées, à un moment donné, vous allez sentir ce qui se passe, un peu comme quand on s'endort, et que même si les paupières sont déjà fermées ou sont déjà en train de se fermer, c'est comme si les paupières se fermaient encore plus complètement, encore plus complètement. À ce moment-là, quand les paupières se fermeront encore plus complètement, que les muscles des paupières, que les muscles autour des yeux se relâchent encore plus complètement, il y aura juste une inspiration plus profonde. Et ça va se faire tout seul, très automatiquement, tout seul. Et puis si vous avez envie, si ce n'est pas déjà le cas, je vais vous demander de ne faire qu'une chose. Vous n'allez plus vous concentrer que sur l'idée de sommeil. Simplement l'idée de sommeil. Uniquement l'idée de sommeil. Et même si je ne dis plus rien pendant quelques instants, il y a juste le sommeil. Simplement le sommeil. Puis là, vous n'êtes plus obligé d'écouter ce que je raconte. Je parlerai plus pour donner un exemple de personnes qui ont besoin d'être accompagnées verbalement, mais il y en a qui n'en ont pas besoin. Donc, vous pouvez laisser ma voix comme un bruit de fond. Il faut juste se rappeler que quand on s'endort, on n'est pas déjà en train de dormir. Quand on s'endort et qu'on plonge vers le sommeil, on n'est pas tout de suite déjà dans le sommeil le plus profond. Certaines parties du corps s'immobilisent, s'engourdissent, d'autres restent en mouvement. Il n'y a même pas besoin de se demander ce qui s'endort en dernier pour se rappeler que l'état d'hypnose, ce n'est pas uniquement le sommeil. L'état d'hypnose, ce n'est pas uniquement le sommeil. Et quand on plonge en état d'hypnose, on n'est pas déjà tout de suite dans l'état d'hypnose le plus profond. Il n'y a même pas besoin de se demander comment le laisser glisser, flotter et se laisser plonger encore plus profondément. Car il y a juste à penser à l'idée de sommeil. Et là, on va tester quelque chose de très simple. Dans quelques instants, je dirai le mot maintenant. Quand j'aurai dit le mot maintenant, dans un maximum de 5 à 7 respirations, il y aura une inspiration un peu plus profonde et les paupières toutes seules, très très naturellement, toutes seules, pourront se rouvrir. Mais là, pour l'instant, sommeil,
simplement l'idée de sommeil. Et puis à un moment, on peut simplement se dire que c'est maintenant. Voilà, comme ça, maintenant. Ok, on est toujours dans l'hypotaxie. On n'est même pas encore dans l'hypnotisme. Si vous voyez vos têtes. Alors, je regarde satellisé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'aime bien. Ok. Je prends vos réactions vite fait et je décompose la séquence. Comme ça, si c'est pas clair, bah, je compte sur vous pour m'interrompre. Allez, vos réactions, vos effets. Peut-être qu'en décrivant ce que vous vivez, ça donnera des idées aussi de choses qu'on pourrait éventuellement suggérer. C'est toujours bon à apprendre. Bah tiens, je lis ce que dit Julie, mais n'hésitez pas, on est entre nous, hein, on peut parler. Respiration vraiment ralentie et profonde vers la fin. Ouais, ça c'est un bon signe de relaxation. Ok. Ça, c'est Vas-y, Julie. ce que tu fais pour accompagner les gens douloureux, c'est ça, qui ont des douleurs? Parce que ça, je me disais, les gens qui ont du mal à s'endormir, ça doit être super efficace aussi. Ah, mais c'est pareil. Ouais, hein. L'avantage des gens qui ont du mal à s'endormir, c'est qu'en plus, on n'aura pas l'effet rebond. Ah, d'accord. Et tu vois, voilà. Oui, parce qu'il y a une douleur qui vient en plus. Ouais. Oui, oui, complètement. Et alors, il y a la question de Julie, très intéressante. Et pour les résistants au sommeil, eh ben, là, je suis dans une ambiguïté. Je dis qu'on s'endort, on va penser au sommeil. Je dis pas dormir. Et je dis, quand on plonge, en gros, je leur parle de l'ensommeillement. Je leur parle pas du sommeil. Je leur dis, quand on va vers le sommeil, on n'est pas déjà en train de dormir. Donc, il y a cette petite ambiguïté sur laquelle on peut jouer. Et quelqu'un qui est résistant au sommeil, enfin, tout le monde dort au bout d'un moment. Et le gros avantage par rapport à certains types, il y a beaucoup de types de suggestions qui existent dans différents courants de l'accompagnement de l'hypnose ericksonienne. Moi, j'appelle ça l'hypnose mindfulness. On va avoir des descriptions d'états qui sont très éthérées, vagues, qui racontent un petit peu des choses du développement personnel, qui ont leur intérêt, mais pour beaucoup de gens, c'est trop vague, c'est trop flou. On va dire quelque chose en vous, une partie de vous peut ceci, peut cela, quelque chose, j'entends des fois des choses, quelque chose en vous s'ouvre. On va parler aussi de zen, de machin. Les gens, ils savent pas ce que c'est. Mais dormir, tout le monde sait ce que c'est. C'est pas pour rien que début 19e siècle, quand on a exploré l'hypnose somnambulique, on partait sur la description du sommeil. Parce que il n'y avait même pas les pré-talks à l'époque. Hein. On disait aux gens, dormez, concentrez-vous sur l'idée de dormir, vos paupières sont lourdes, on disait des choses comme ça. Alors après, ils insistaient pendant des heures, et au bout d'un moment, je pense aussi qu'ils chopaient les phases où la personne, dans le cycle ultradien, où la personne, elle se relaxe. Mais nous, par la suggestion, on peut l'accélérer un petit peu. Alors, comme si je glissais, relâchement, ce qui va être vachement bien hein, pour la douleur. Quoi d'autre? Enfin, s'il y a d'autres choses, hein, s'il n'y a pas d'autres choses. Toi, Anna, c'était comment? Juste un chat qui est Moi, venu perturber le chat. je suis partie fort. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est hyper précis. Oui. C'est des suggestions très claires où t'as qu'une seule chose à faire, deux à tout casser, mais voilà. Et tu fais pas de voix, j'allais dire Non, la pas tienne, vraiment. voilà, mais tu vois, c'est ta voix normale. Oui, il y a des fois plus de silence, mais c'est tout à fait normal, quoi. Donc c'est hyper agréable, je trouve quand même. Alors, Erickson, il travaillait beaucoup comme ça. Je vous ai pris un extrait d'une induction d'Erickson en 4 phrases. Et je vous l'ai fait tel quel. Les paupières clignent, elles clignent encore, les yeux se ferment, les yeux restent fermés. Voilà, vous avez un chemin d'effet désiré très, très con, très, très simple.
Si vous le faites, c'est encore plus facile de le faire comme une ratification. Quand la personne, elle cligne des yeux. Ben là, vous le dites. Les yeux, les paupières clignent. Elles clignent encore. Elles se ferment. Elles se ferment de plus en plus. Enfin, elles restent fermées. 4 phrases. Et ça, c'est, tu vois, Nagalé, je sais que tu es très préoccupé par le fait d'aider les débutants à s'installer, être à l'aise, mais aussi être à l'aise avec l'hypnose. C'est comment dire, l'état d'esprit sur lequel tu travailles. Mais c'est aussi comprendre ce qu'on fait avec ces outils. On n'a pas besoin, je ne dis pas que c'est inutile, moi je pense que qui peut le plus peut le moins, mais on n'a pas besoin l'essentiel du temps de faire de l'indirect. Erickson donne cette explication, l'indirect, c'est quand il est en démonstration avec ses étudiants et qu'il est face à quelqu'un, un sujet qu'il ne connaît pas, et il ne prend pas de risque, donc il fait quelque chose de très enrobant. Et c'est très bien aussi l'indirect face à quelqu'un qui flippe, et à certains moments aussi pour approfondir. Mais pour les premières phases, on fait ça, sommeil, voilà, et les gens, ils savent dormir. Et ça évite d'avoir des... Par exemple, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire plonger à l'intérieur de soi. Quand on fait de l'hypnose, quand on a déjà fait un peu du yoga nidra, de la méditation, des choses comme ça peut avoir du sens. Mais ce n'est pas le cas pour une bonne partie de la population. Et ça l'est encore moins dans certains milieux sociaux. Dans 93, plonge en toi. Les gens ils vont avoir des images bizarres et on va éviter. Je vous en fais grâce. Voilà. L'autre technique que j'ai utilisée, je l'ai modifiée d'un type qui sévissait dans les années 1820-1860, qui faisait de l'hypnose à tout le monde. C'était le Bandler de l'époque, le baron du Poté. Et il disait aux gens, concentrez-vous sur le sommeil. Voilà, il disait juste ça. Donc là, vous avez vu que j'ai fait ce qu'on appelle ça une écolalie. Le sommeil, simplement le sommeil, uniquement le sommeil. Et j'ai testé aussi autre chose qui est hyper important. J'ai testé votre capacité à apprendre les suggestions post-hypnotiques. Et ça, c'est la clé dans l'anesthésie. Là, je l'ai testé, j'ai fait par exemple, quand je dirais maintenant, les paupières dans, je sais pas, X respiration, bon, c'était un peu ambitieux pour un premier contact, mais il faut tester. Les paupières vont se rouvrir toutes seules, il y aura une inspiration plus profonde. Vous l'avez entendu, ça? À un moment donné, j'ai dit, voilà, quand je dirais maintenant, alors, il va se passer telle chose. Je reste en fait sur une séquence où je donne des consignes, puis j'annonce un effet. Je vous ai dit au début tout à l'heure, mettez les pieds comme ceci, prenez une bonne inspiration, fixez un point, immobilisez la langue, consigne, consigne, consigne. Tout le monde y arrive, on fait monter le sentiment de compétence. Fermeture des yeux, c'est un truc hyper naturel. Et l'essentiel du temps, ça va fonctionner. Si ça ne marche pas, on fera autrement, on dira à la personne de fermer les yeux, on fera une lévitation de main inversée, peu importe. Mais j'ai déjà eu un phénomène hypnotique qui est passé, super, donc la personne elle est capable de prendre les suggestions, elle est capable de se concentrer, elle est capable de prendre les suggestions, elle est déjà en train de se relaxer, je commence à avoir pas mal d'ingrédients intéressants. Là, je vais tester ce dont j'aurai besoin, je vais vous expliquer pourquoi, la suggestion post-hypnotique. Je suis en train de voir, quand j'annonce quelque chose, si ça se produit après coup. Et là, on est vraiment sur le niveau 1, tout petit niveau de la suggestion post-hypnotique. Pourquoi, d'après vous, dans le travail de la douleur, les suggestions post-hypnotiques, il y a vraiment eu un consensus les 2 siècles derniers sur leur, l'obligation, limite même, c'est un peu fort comme mot, de travailler ça avec un sujet qu'on accompagne. À votre avis, pourquoi, ça peut être quoi l'intérêt de la suggestion post-hypnotique? Parce qu'il peut avoir des douleurs quand tu ne seras plus là. Voilà. Et que, en vrai, l'hypnose, vraiment, enfin, moi j'ai cherché plein de textes là-dessus, c'est pas une technique d'urgence. Moi, j'ai jamais su, avec des gens hyper douloureux, alors, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais quand on commence un travail sur la douleur et que la personne a déjà une douleur immédiate, on lui demande de mesurer ça subjectivement sur une échelle de 0 à 10. Bon, voilà. Quelqu'un qui a 10, qui a 11, qui n'arrive même plus à mesurer, vous n'arriverez pas tout de suite à lui faire fixer un point. Enfin, franchement, il y aura d'autres manœuvres. Je vais vous en proposer une après, inspirée de Barber. Je vais proposer justement un tips là-dessus. Mais on travaille la douleur dans les moments où la personne elle est calme ou alors éventuellement sous traitement. C'est pas des douleurs modérées, des douleurs type ce qu'on va trouver dans les services de rhumatologie. On peut travailler dessus. Certaines céphalées aussi.
Pourquoi pas? Bon, toujours accord du médecin. Des douleurs chroniques, douleurs lombaires, des choses comme ça. OK. Articulaires. Quelqu'un qui s'est déboîté l'épaule, quelqu'un dans des traitements hyper forts, des gens qui sont dans des stades de cancer avancé où même la morphine n'a fait plus effet. Moi, ce que je voyais avec les gens qui avaient l'impression de se noyer sur place avec comment dire, leur insuffisance respiratoire, moi, j'ai jamais vu que ça marchait, et même avec des médecins anesthésistes formés à l'hypnose, j'ai jamais vu cette légende urbaine que j'ai souvent entendue qui est « Oui, mais la douleur, c'est déjà un état de conscience modifié, alors il suffit de l'utiliser. » Ouais. J'adorerais que ça fonctionne comme ça, parce que c'est beaucoup plus simple. Et c'est pareil, toutes les techniques dites de réification, vous savez, ta douleur, elle est comment, c'est quelle couleur, ou les gants hypnotiques magiques, ça fonctionne assez mal pour une raison très simple, c'est qu'on demande à la personne de faire volontairement quelque chose qui se déclenche involontairement. On demande, en fait, ce n'est pas les bonnes parties du cerveau qu'on utilise. C'est ce que Erickson appelait l'hubris de l'inconscient. Pourquoi on met quelqu'un en transe? Pourquoi on met quelqu'un en état d'hypnose? C'est quoi la plus-value de l'hypnose? Sur des sujets comme les TOC, comme les angoisses, comme les idées fixes, les idées noires, les pensées automatiques, les phobies d'impulsion, comme la douleur, on est face à un automatisme qui se déclenche malgré la volonté de la personne. Donc on ne peut pas... Le pouvoir de concentration, le pouvoir de focus qui serait nécessaire pour inverser ça est très rarement disponible. Sinon, les gens qui prétendent ça, moi je propose qu'on leur arrache un ongle avec une tenaille et on regarde comment ils réagissent et comment ils sont des sous-modalités. Moi j'ai essayé, je me suis planté les pieds. J'ai vu plein de gens qui testaient aussi, ça ne marche pas. Ça peut être des techniques préparatoires ou ça peut être des techniques qui vont agir comme une suggestion post-hypnotique. Ça peut calmer, ça peut apporter quelque chose sur un stress, mais gants magiques et réification, ça, c'est des techniques proposées par des gens qui ne pratiquent pas. J'ai quasiment tous les bouquins qui se sont faits en France, enfin voilà, je vous les montre, communication dans le soin, hypnose paramédicale, douleur auto-hypnose, communication thérapeutique. Enfin, j'en ai des rayons et des rayons parce que j'étais vraiment dans la merde au début quand j'étais en réa. Ils donnent toujours les mêmes trucs, réification, gants hypnotiques et safe place. La safe place, ce n'est pas une induction. Vous savez, le souvenir, tout le monde sait ce que c'est, le souvenir hypnotique. En fait, c'est... Voilà, je pense que oui. Ça, c'est bien en approfondissement. Quand vous avez déjà quelqu'un qui est capable de rentrer dans un état de relaxation ou dans un état d'hypnose plutôt avéré. Ou alors, on est avec des gens qui sont... En rhumatologie, c'était le seul service à l'hôpital où ça marchait. Ils ont mal, ouais, ça a apporté un certain soulagement. Donc, plus on va entraîner un patient à la suggestion post-hypnotique, et plus il va pouvoir retrouver ses états. Et là, vous voyez, j'ai des suggestions assez précises, et je pourrais vous les refaire demain, je pourrais les refaire dans 2 heures. L'idée, c'est à chaque séance que je vais faire avec la personne, je vais toujours recommencer par la même séquence. On réinduit quelque chose, ce qui fait qu'au bout d'un moment, par entraînement, on n'aura plus besoin de le faire. Et donc, ce que j'ai envie de dire par rapport au travail de la douleur, ça ne sert à rien d'être créatif. La créativité, c'est pas mal en soi, mais c'est juste que déjà, si vous débutez, ça va être compliqué à gérer, c'est compliqué à être avec le patient en face de vous. Et puis la créativité, elle naîtra au bout d'un moment quand vous maîtriserez vos gammes. Mais si vous êtes obligé de réfléchir à ce que vous êtes en train de dire à la personne au moment où vous devez gérer sa douleur, au moment où vous devez vous prendre le stress de son angoisse, de son anxiété, de son impression, parce que c'est ça aussi, les gens ils ont l'impression qu'ils ne vont pas y arriver, les 3/4. C'est pour ça qu'il faut y aller pas à pas, c'est pour ça qu'on ne dit pas « Allez, la douleur, on l'enlève au compte de 3, tu n'as plus mal », à moins d'avoir un sujet type hypnose de spectacle. Et donc, le fait d'avoir des répétitions, le fait d'avoir toujours les mêmes mots, d'avoir toujours les mêmes choses, ça va aider beaucoup de gens à créer leur propre repère. Après, il y a des gens qui vont vous dire moi, c'est juste quand vous dites ça et ça que ça m'intéresse, le reste du temps, je m'en fous, j'écoute plus. C'est pas grave, c'est bien, c'est cool, on s'en fout, tant que ça marche. Donc, je récapitule. Je donne des instructions, concentration, fixe un point, colle la langue. On pourrait faire autrement. Au 19e siècle, non pas au 19e siècle, au Moyen-Âge, les moines du mont Athos se concentraient sur le mouvement du nombril.
Il passait une demi-heure à se concentrer sur le nombril qui monte, le nombril qui descend. Voilà, c'était un état de concentration. Il se concentrait là-dessus, c'est tout. Donc là, je fais la langue, je fais les yeux. Bon, des trucs assez simples. On peut le faire autrement. Mais voilà, c'est une proposition. Une fois qu'on a ça, on teste une suggestion. Par exemple, les paupières qui se ferment. Et après, on pourrait faire ce que certains appellent un chaînage de suggestions. Vous savez, c'est quand il y a le paupière se ferme. Ah merde, c'est mieux, non? Ouais, c'est mieux, c'est bon. Ça faisait un trémolo, c'était beau. Voilà. Le chaînage de suggestions, difficile à dire. Oui. Voilà, le chaînage de voilà, à cause de toi, j'arrive plus à le dire. Voilà. Une fois donc que les paupières étaient fermées, on aurait pu tester un truc du genre la tête penche ou se tourne sur un côté. Vous savez, c'est le fameux quand X, alors Y. Un truc très simple que vous pouvez tester dès le début en séance, c'est quand vous avez les mains qui se rapprochent, quand vous dites ceci, quand les mains seront ensemble, les paupières sont fermées. Et quand les paupières sont fermées, la tête penche. Et quand la tête penche, voilà, vous pouvez ensuite blinder d'effets. Vous vous relâchez dans toute la partie droite du corps, dans toute la partie gauche du corps, peu importe. Est-ce que c'est clair quand c'est dit comme ça, le chaînage de suggestion? Quand X, alors Y. Je pense que c'est une notion assez connue, mais il n'y a pas de souci, il faut expliquer le truc. Vous m'entendez toujours? Ok, je vais être parano. Les suggestions post-hypnotiques, ça n'a jamais marché comme, vous savez, quand on fait des suggestions à la fin d'une induction ou à la fin d'un travail hypnose et qu'on dit « et le travail va continuer, ça va infuser, se diffuser ». Ça, on ne sait pas si ça marche. Une suggestion post-hypnotique, c'est quelque chose qu'on peut vérifier dans l'immédiat, qu'on peut vérifier immédiatement. Une suggestion post-hypnotique que je teste très souvent, c'est de dire que les yeux vont s'ouvrir et puis qu'ils vont se refermer à nouveau, mais tout seul, très automatiquement, tout seul. Si vous avez ça, vous allez pouvoir ensuite utiliser ce que tout le monde connaît, je pense, des techniques d'ancrage. Vous allez apprendre à la personne à s'ancrer l'état d'hypnose. Je vous montre ce qui marche le mieux pour moi, même avec des patients douloureux, mais ça n'est qu'une proposition de mise en œuvre. Il peut y en avoir plein d'autres. Je vous le fais vite fait, mais je demande aux gens de mettre leurs mains comme ça, de coller le coude contre eux, de fixer un point sur leurs mains, de mettre leur concentration dessus, et je vais repartir sur la séquence. Eh bien, les paupières se ferment, se concentrer sur un point, le sommeil, et je suggère que plus la main descend, et plus le corps rentre. Alors, soit vous prenez relaxation, soit vous prenez sommeil, ça dépend des effets que vous vous suggérez. Et puis, quand la main est descendue une première fois, vous prenez de l'information, vous dites à la personne comment ça se passe, comment ça va, puis vous posez la question suivante. Est-ce que vous avez besoin que je continue à vous parler? Et des gens ils vont vous dire oui, des gens ils vont vous dire non. Et là, ce qui est intéressant de faire, moi j'utilise ça pendant 1 heure, des fois à l'hôpital, je parle du sommeil, ou pendant 10 minutes ou un quart d'heure en cabinet, je parle du sommeil. Je raconte des trucs autour du sommeil. Je décris l'état de sommeil. Je fais des évocations sur le sommeil. En vrai, ça ne sert à rien d'autre que de focaliser la personne dans une direction. Ça ne sert à rien d'autre à la personne de se concentrer sur autre chose que sa douleur, par exemple. Puis ça a un effet de réassurance, tout simplement. Mais là, vous vous en foutez de raconter des trucs hyper... Là, c'est même pas la peine de faire des histoires encastrées. Enfin, si ça vous amuse, c'est super, hein. C'est pas forcément un effet avéré. Moi, il y a des moments, des fois, je lisais des passages de livres à l'hôpital. Une fois, j'ai raconté l'Odyssée, choses comme ça. Une autre fois, c'était Alice au pays des merveilles, la descente dans le tunnel. Bon, prenez pas un roman d'horreur ou de zombies, quoi, c'est tout. Mais des choses comme ça. J'ai lu des passages, des interviews de Guillaume Néry quand il raconte l'apnée, qui plonge dans le vent bleu et qu'il y a c'est une sensation, enfin plein de sensations. Il le décrit très bien. Vous avez voilà, je m'embête pas. Mais si la personne elle me demande du silence, je reste en silence. Si la personne me demande de parler, d'occuper son attention, j'occupe son attention. Alors, Julie nous dit, comment vérifier l'engagement continu?
Tu peux t'amuser à soulever la main en prenant par le pouce, tu as demandé l'autorisation avant et voir si ça se relâche. C'est une suggestion paraverbale. Tu peux aussi vérifier régulièrement par un petit signaling. Moi, je fais des signalings de la tête. Si tout se passe bien, si tout est OK, la tête, elle penche à droite ou elle fait signe que OK, ce que tu veux comme ça. Mais en fait, moi, on peut déranger les gens. Quand ils sont dans leur état stuporeux, je leur dis, ben voilà, même s'il faut que la bouche elle sorte un peu de l'état avant d'y retourner, tout en laissant cet état hypnotique s'amplifier et se poursuivre, racontez-moi, ça se passe comment pour vous là? Alors, souvent les gens vont faire un truc un peu comme ça. Et puis voilà. Et vous faites un retour, un faux retour, vous dites, ben voilà, au compte de 3, ou quand je dirai le tel mot, il y aura une inspiration plus profonde, et les paupières toutes seules pourront s'ouvrir. Et à partir de là, vous demandez à la personne comment ça va, et ensuite, vous recommencez. Et plus vous allez recommencer, plus vous allez demander à la personne de le faire toute seule. Et puis un jour, on ne va pas avoir besoin d'en parler, mais à un moment donné, vous pourrez même programmer un signaling automatique qui fait que la personne, elle sent qu'il y a une douleur qui va arriver. Alors elle sent qu'il faut qu'elle aille se poser, qu'il faut qu'elle aille dormir et qu'elle laisse passer la douleur. Notamment pour des personnes qui ont des douleurs névralgiques ou des douleurs neurologiques. À un moment donné, le corps il peut envoyer un signal qui dit « calme-toi, va te poser, mets-toi en sécurité, dors ». Je ne sais pas si ça répond à la question, Julie. Vous avez des réactions ou des questions. C'est très simple, hein, tout ça. Ou même des questions sur l'ensommeillement, ce que vous voulez. Il y a d'autres manières de faire. Hein. Ça, c'est un mix de plusieurs choses qui ont fait leur preuve et je suis persuadé qu'il y a d'autres personnes qui proposeront des mises en œuvre encore plus efficientes à l'avenir. Allez, je vous écoute, lâchez-vous. Moi, je voulais savoir, en fait, l'objectif, c'est aussi de les mener vers de l'autonomie, vers de l'auto-hypnose. Quand tu fais ça, quand tu les entraînes à se plonger eux-mêmes, est-ce que c'est ça ton objectif derrière? Alors, je prétends pas y arriver sur une séance. Hein. Moi, de toute façon, je refuse les one-shots. Oui, mais c'est avec ce mot dont tu parles, quand je vais vous dire ce mot, après, tu leur dis, bah voilà, vous pouvez vous le dire aussi, ce mot-là, qui vous ramène pas, je sais pas. En fait, on va tester ensuite, une fois qu'ils ont réussi à vivre tout ça, on va tester on va tester des manières, et si possible la plus rapide, la plus simple, la plus efficace, de le refaire eux-mêmes. Donc, par exemple, des fois, je leur dis, quand je suis d'humeur un peu feignante, s'il fallait vous le refaire tout seul, vous commenceriez par quoi? Alors souvent, ils vont dire, je sais pas. Mais il y a des gens qui ont des idées, et c'est intéressant. Moi, je ne pars pas dans l'auto-hypnose si on n'a pas déjà eu quelque chose de probant en hétéro-hypnose, dans l'accompagnement. J'y vais pas. Il faut qu'ils puissent le vivre. Un point aussi qui rassure les gens sur la capacité à rentrer en auto-hypnose, je leur fais mettre un chrono sur leur téléphone au cabinet. Parce qu'il y a beaucoup de distorsions temporelles. Donc, ils mettent un chrono à partir du moment où je leur dis fixer un point et on part sur l'induction. Ils mettent un chrono. Quand ils reviennent, je leur dis, bah voilà, ça a duré combien de temps pour vous? Les trois quarts, ils font, oh, ça a duré 5 minutes. Mais il y a pas mal d'absences qui peuvent venir. Tiens, ça me fait penser, je vais vous transmettre, je me suis amusé à faire une petite compile d'induction d'Erickson, dont une qui va vers le sommeil très fort, et je l'ai regroupée en un texte, je la ferai passer à Anna qui vous la passera. Alors je l'ai un peu modifié, c'est un truc que j'ai pas mal testé, mais en gros, ça commence par une espèce de dissociation conscient-inconscient, il y a une grosse lévitation de main, il y a une bonne phase de confusion, mais elle est faite avec élégance et clarté, et c'est pas des trucs alambiqués, c'est simple à faire, et ça se finit par une suggestion de dissociation et de sommeil qui vous assomme un cheval. Et ça, vous avez toute une structure intéressante, puis même à tester au mot près. Moi, je l'ai testé au mot près tel quel, je l'ai passé à des infirmières qui le lisent sur leur portable aux patients. Enfin, il y a plein de trucs à tester. La seule condition pour que ça fonctionne, c'est la personne, elle suit les consignes, la personne, elle écoute, la personne, elle est volontaire pour l'expérience. Si elle n'est pas volontaire, vous avez plein d'outils.
du recadrage, la discussion, l'anamnèse, tout ça pour y arriver. Hein. Des fois, à l'hôpital, il fallait 2 ou 3 heures de négociation avant d'essayer de faire quoi que ce soit. Mais je ne me lance jamais dans une induction si je n'ai pas tous les feux au vert. La personne, elle est d'accord. La personne, elle est capable de suivre les consignes sur un exercice simple comme fixer un point. Et si elle est OK, ben là, effectivement, on peut tester. Ce que je vous ai montré, ça fonctionne avec beaucoup, beaucoup de gens. Mais les personnes, il faudra peut-être décomposer certaines étapes. Il faudra peut-être passer par des étapes intermédiaires. Mais globalement, plus on a ces différentes étapes en tête, et plus ça va aller. Et je vais vous montrer une autre technique. Je vais vous expliquer, elle est très simple. Ça s'appelle le ciblage de la douleur, qui permet de contourner certaines résistances, certaines peurs de se relâcher dans la douleur. Ça, c'est une technique de Barber, mais avant d'aller sur celle-ci, ce sera la dernière, ça prend 2 minutes à vous expliquer. Est-ce qu'il y a encore des réactions ou des questions ou des dénégations? Je vous laisse la parole. Vas-y, Julie. Ah non, c'est bon, ça veut dire que c'est bon pour toi? Parce qu'elle voulait juste dire qu'elle est trop contente. Ah ok, d'accord. Autre technique, on peut s'en servir aussi dès le début. Et on dit, voilà, on va tester quelque chose, vous n'avez rien à réussir. J'insiste là-dessus parce que les suggestions trop indirectes, les inductions beaucoup trop floues, les gens ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire, et tu peux ou peut-être que tu ne peux pas, d'un côté te relaxer, peut-être de l'autre, et à un certain niveau de toi-même ou peut-être une autre partie. C'est angoissant pour certaines personnes, ou c'est juste pas clair. Bon. Après, certaines personnes, ça va les embellificoter et peut-être que ce sera intéressant. Mais là, je pars du principe que quand on est dans la douleur, on est face à des personnes qui ne sont pas à plein potentiel, quoi. Sont pas, ont surtout besoin d'être rassurées, ont besoin d'être encadrées, enrobées, épaulées, quoi. Il y a déjà une usure terrible liée à la douleur, il y a beaucoup d'angoisse. Alors les trucs du genre, tu préfères plus avoir mal maintenant ou dans 1 heure? Enfin, les trucs comme ça, ils vont pas comprendre, quoi. Et les questions du type, tu voudrais quoi à la place de ta douleur? Ils vont pas se sentir écoutés, quoi. Ils ont mal et c'est chiant et de toute façon, ils auront peut-être aussi envie sur nous de se faire les crocs et c'est très bien parce qu'au moins ça les défoule et on est aussi une surface projective. La technique, ça s'appelle le ciblage de la douleur. Le ciblage de la douleur, ben vous allez demander à la personne de se concentrer. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont mal quelque part? J'espère que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des gens qui parmi vous? Ouais, bah Anna, tiens, on va faire. Ah, attends, j'entends un peu, tu lagues un peu. Est-ce que tu as... Attends, ouais. Hop, voilà. On fait sur toi? Oui. A priori, tu ne vas pas faire une décompensation, je pense, donc c'est pour ça. Méfie-toi. Ouais, mais toi, c'est pas grave. Hey. Et les autres, c'est important quand même. Voilà. Non, mais je sais que tu as les ressources en toi, blablabli, blablabla. Est-ce que j'ai le droit de savoir où tu as mal? Oui, j'ai mal au cou et donc Ok. dans le haut du dos comme ça. Bon, il est évident que s'il y avait vraiment un souci, normalement, Je suis tu passée sais chez le qu'il va y médecin avoir un déjà, problème. c'est fait. Voilà. Sinon, on n'y va pas. Voilà. Donc, a priori, là-dessus, il y a feu vert. OK. Ce qu'on va faire, c'est on va regarder comment tu peux apprendre à interagir avec ta douleur. C'est comme ça que je positionne les choses. On va regarder ce qui serait le plus adapté, parce que l'hypnose, c'est du sur-mesure. Est-ce que tu es OK pour qu'on aille regarder comment on peut déjà commencer à perturber ta douleur? Oui. Super. Tu dirais que tu as mal mal, douleur ou gêne, appelle ça comme tu veux, mais de 1 à 10, selon tes critères à toi, tu es à combien là? Là maintenant 4. 4. OK, c'est pas mal déjà. Ce que je vais t'inviter à faire, ça va être de prendre une bonne inspiration et sur l'expiration, tu vas fermer les yeux. Je donne des consignes, très simple. Et je vais te demander de te concentrer sur la zone douloureuse, tout en baillant comme ça. Concentre-toi sur la zone douloureuse. Est-ce que tu peux me nommer les différentes parties qui ont mal? Donc, tu avais dit la nuque, je crois. Nuque, Ouais.
Est-ce que tu as mal au niveau des trapèzes, au niveau du haut du dos, des épaules, du haut du crâne ou non? Le bas du crâne à gauche, Du crâne? Ouais, l'omoplate gauche et le trapèze, c'est tout. ok. Ce que je vais te demander de faire, ça va être d'essayer, et je ne te demande pas de réussir, juste tu essayes, tu tentes, c'est tout, on s'en fout du reste. Tu vas essayer de délimiter les limites de la zone douloureuse. Essaye de repérer les endroits où la douleur s'arrête, les endroits où elle est présente, les endroits où il y a comme une espèce d'entre-deux, une espèce de flou entre les endroits où ça s'arrête et puis les endroits où ça continue. Peut-être que ta douleur, elle est tout d'un bloc. Peut-être qu'il y a des endroits plus douloureux, d'autres qui sont moins douloureux. Il y a peut-être différentes zones plus ou moins douloureuses. Ta douleur, elle est plutôt tout d'un bloc ou c'est plutôt un bordel de plein de petites choses? Non, c'est un bordel. C'est un bordel. Ok. Eh ben, tu vas te concentrer sur la zone la plus douloureuse parmi tout ce bordel. Oui. Et tu vas mettre tout ton focus dessus, comme si tu étais en train de zoomer dessus à fond. Mhm. C'est ok pour toi? C'est quelle partie, si c'est pas indiscret? C'est dans l'omoplate. C'est l'omoplate. Ok. C'est tout l'omoplate ou juste une partie de Non, l'omoplate? c'est une partie en haut à droite. En haut à droite. Ok. Zoom dessus et tu vas me dire si tu as la sensation que la douleur elle est plutôt en surface ou déjà bien en profondeur ou qu'elle est entre deux, entre la peau, les chairs. C'est plutôt en surface ou c'est déjà profond? Le profond. C'est profond. Ok. Concentre-toi sur ta douleur et tu vas me dire si tu sens plus ta douleur au moment où tu inspires, au moment où tu expires ou si c'est entre une inspire, une expire. Prends quelques respirations pour vérifier. On n'est pas pressé. C'est entre les mots. Ouais. C'est entre les moments où tu sens le plus? Ouais. Ok. Alors, tu vas me dire, entre inspire et expire, quel moment tu la sens un peu moins? Inspire. Sur l'inspire? Mhm. Ok. Je te demandais d'observer ce qui se passe quand tu te concentres sur ton inspiration et que tu le fais, alors même si c'est que d'une seconde, que tu le fais durer un peu plus, comme s'il s'agissait juste de le rendre un peu plus ample, ton inspire. Juste, rends un peu plus ample ton inspiration. Et là, quand tu fais ça, il se passe quoi pour toi? Alors, si je rends trop ample, ça me fait mal. Ok, il Il y a un passage y a un passage. où c'est agréable parce que ça fait plus mal. Ok. Tu vas mettre toute ton attention sur ce passage-là. Tu vas te concentrer à fond sur ce passage-là. Tu vas ramener toutes tes pensées sur ce passage-là, ce moment précis de l'inspire, comme s'il fallait zoomer dessus, comme s'il fallait l'agrandir dans ton esprit. Est-ce que c'est d'accord? Mhm. Fais de ton mieux. Ce passage-là, uniquement ce passage-là, cet inspire-là, ce moment de l'inspire-là, ce rythme-là. OK? Ça fait quoi? Ça ralentit. Alors, comme tu sais, moi je suis assez basique, ça ralentit quoi? euh, le rythme, enfin le temps, j'ai l'impression. Hmm, C'est plus large. OK. Et j'ai moins mal, évidemment. OK, t'as moins mal. Le OK. petit, évidemment. Et comme on est en train d'ouvrir une porte, est-ce que tu es d'accord pour qu'on la teste encore, qu'on aille un peu plus loin dans la sensation d'avoir moins mal, on prenne 1, 2 minutes pour ça? Est-ce que tu es Mhm. OK pour ça? Ok. OK. Je te demandais de prendre une bonne inspiration. Donc là, on va faire un faux fractionnement. Une bonne inspiration et d'ouvrir les yeux. Je crois que ton chat est passé chez Julie par magie. Je ne sais pas comment c'est possible. Waouh. Il a pris une porte temporaire. C'est incroyable. Preuve qu'on fait de l'hypnose. Je te demandais de mettre une main comme ça, Anna, celle que tu veux, en plateau. Alors, tu ne vas pas casser le poignet, mais tu vas faire poignet et main alignée. Tu vois, pas comme ça, enfin, je ne sais pas si tu vois, mais bien comme ça. Tu vas mettre la paume vers le ciel, tu vas serrer
un coude contre toi, on le fait un peu en mode feignant, et tu vas fixer un point sur ta main. D'accord? Fixe un point sur ta main. Surtout quand tu inspires. Tu te rappelles la sensation de l'inspire, le passage particulier de l'inspire? Ok. Tu vas rester concentré dessus. Tu vas imaginer que toute la douleur inutile, parasite dont ton cerveau peut se débarrasser, va venir se poser sur la main. Est-ce que c'est d'accord? Juste imagine. Je ne te demande pas de visualiser quoi que ce soit. Juste, tu te dis, mon Dieu, le chat s'est dédoublé. Le chat vient te soutenir. Ben oui. Imagine que la douleur, elle se met sur la paume de la main. Alors, on pourrait utiliser le rire, machin, des trucs comme ça, mais je vous montre la technique. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu seras prête à retourner en état d'hypnose, tes paupières vont cligner, elles vont cligner encore. Les yeux vont se fermer. Les yeux vont rester fermés. Et tu auras à nouveau la sensation qu'on a quand juste on se permet de simplement il va juste se passer ceci. Plus la main va descendre toute seule, très naturellement, très tranquillement, toute seule, et plus tu vas plonger dans un autre état d'attention, plus relaxé, plus calme, comme si la main, comme si certaines parties du corps pouvaient s'endormir. Quand le bras sera complètement relâché, tu vas sentir alors ce qui se passe au niveau de l'omoplate. Mais tu le sentiras quand ton cerveau aura fait ce qu'il avait besoin de faire, et quand ce sera fait, il y aura une inspiration plus profonde qui va venir toute seule, et les paupières toutes seules, très très naturellement, toutes seules, vont pouvoir se rouvrir, surtout avec ton chat qui est là. Ok. T'es à combien là sur 10? À l'omoplate, 0 là. Ok. Merci. Alors, ouais. C'est très con hein, comme technique. Oui, oui, mais c'est efficace. On zoome sur la douleur, on fait, là. Oui, c'est efficace. Alors, ça, chez certaines personnes, ça va la faire monter. Mais c'est super parce que ça veut dire que ça réagit. Donc, quand ça monte, moi, je prends une partie du corps la plus éloignée possible et je fais un focus là-dessus. Par exemple, l'omoplate, le pied. On va se focaliser sur le pied, se concentrer sur le pied. On va se faire tout un roman sur le pied. Et après, on fait une pause et on regarde. Et c'est comment maintenant quand tu te concentres sur autre chose? Donc là, soit on zoome sur la sensation, soit on va réorienter l'attention. Et j'étais pas sûr, tu vois, peut-être que ça aurait fait monter la douleur pour toi. Peut-être que ça l'aurait pas Alors fait. au début, ça l'a fait monter. Mais pas Normalement, longtemps en fait. ouais. C'est calmé très vite. Et en fait, c'est Barber qui explique ça. Les gens, à force d'apprendre à rentrer en contact avec leur douleur, ils ne la fuient plus. Et ils l'observent. Et en fait, ils se rendent compte que la douleur, c'est pas une information, un bloc uni, c'est plein de trucs. Il y a des zones où on a mal, des zones où on a moins mal. On a moins mal à certains moments, par exemple dans telle ou telle position. Où là, j'ai pris la respiration parce que voilà, tout le monde respire. Tu la sens plus à l'inspire, à l'expire, entre les deux. Voilà. Et je te fais zoomer, tu peux faire zoomer sur le moment où tu as moins l'inspire. Par exemple, tu m'as dit, c'est les inspirations où j'ai moins mal. Et ben, je demande déjà aux gens d'inspirer un peu plus longuement, mais ça va être l'expire, d'allonger légèrement l'expire et d'observer ce qui se passe. Et on teste des trucs comme ça. Et là, en fait, ce qu'on a fait tout à l'heure, fixer un point, se concentrer, on le fait, mais en utilisant la douleur. On fait la même chose, c'est le même principe. Au lieu de zoomer sur un point sur la langue, on fait sur la douleur. Donc la première technique, fixe un point, colle la langue, c'est quand les gens ils ont pas mal, c'est quand ils sont dans des pauses, et quand ils ont mal, alors pas du 11 sur 10, vous faites le ciblage douleur. Et après, tu vois, j'ai réutilisé les trucs qu'on a fait. Le point, quand j'ai rajouté juste la main, on aurait pu prendre, je sais pas, un rossi, mais la main, c'est une bonne suggestion en soi. La main descend, la douleur descend, voilà. Le sommeil, suggestion post-hypnotique, les yeux se rouvrent quand, blablabla, blablabla, t'as plus mal. Enfin, c'est mieux. Je ne sais pas si ça donne des éclairages un peu sur la manière dont je fais toujours les mêmes choses et comment on les combine finalement. Concentration, suggestion simple, amplification de la suggestion, prise d'info. Et on y retourne, et on y retourne, et on y retourne. Et on peut faire plein de petites séquences comme ça sur une séance. Moi, mes séances, elles font 1h30.
il faut prévoir un temps pour que les gens y remontent, s'ils doivent reprendre la voiture, des choses comme ça, bien sûr. C'est bien aussi de demander aux gens de venir avec un enregistreur, avec la fonction enregistrée sur leur téléphone. Ça, c'est vraiment, ça fait gagner du temps. Bref, ça vous a donné un peu un aperçu de ce qu'on peut faire. J'ignore si dans le feu de l'action, j'ai toujours été très clair. Est-ce que vous avez des questions? Ou des propositions? Julie? J'ai une petite question par rapport ouais, moi, je suis d'accord avec Virginie, j'ai adoré cette induction. Même moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais la main comme ça. J'ai bien aimé l'induction. Euh, j'ai une question par rapport à l'analgésie en tant que telle. Donc, en formation, on apprend effectivement, tu sais, les niveaux d'état hypnotique avec la profondeur. Et donc, on vérifie souvent, je crois que c'est le troisième niveau avec l'analgésie. Et du coup, est-ce que ça a un intérêt, le niveau de profondeur pour travailler la douleur? Alors, les niveaux de profondeur, que d'autres appellent les échelles de profondeur, ça n'a aucune valeur scientifique. C'est des repères pour les praticiens, mais ça reste des vues de l'esprit. Si toi, tu sais t'en servir et que tu sais l'exploiter, c'est intéressant. Mais Mais ce personnellement, côté analgésie là, en tout cas, tu vois, ce côté de montrer qu'à un moment donné, genre les gens qui te tournent la peau, là, qui te pincent la peau pour te montrer que tu n'as pas de douleur à ce moment-là. en fait, la peau, c'est pas assez, enfin, pincer le bras, les choses comme ça, c'est pas assez représentatif de ce que c'est qu'une douleur. Mhm. C'est en plus, c'est pas des zones très innervées. Donc, c'est pas ces trucs-là que je testerai. Moi, je travaille avec les douleurs qui sont disponibles, tu vois, enfin, qui sont déjà là. Et si la personne n'a pas de douleur, je l'entraîne à dormir. Mhm. Slash, parce que des fois, je tombe sur des hypnos qui viennent dans mon cabinet, parce que je fais de la supervision aussi, et eux, ils aiment bien les techniques de dissociation. Et ben, on fait la même chose, mais au lieu de faire du sommeil, on fait de la dissociation. La dissociation, l'état dissociatif, ça ramène quand même beaucoup de conscient, beaucoup de mental, on va dire. Moi, j'ai pas trouvé que c'était opérant à l'hôpital, mais il y aura sûrement des gens qui le rendront opérant. C'est peut-être moi qui ne sais pas faire fonctionner la technique, hein, tout simplement. Que le côté dissocié ramène du mental, tu dis? Le côté, les techniques dites de dissociation, c'est-à-dire tu es là et tu as l'impression de te voir de l'extérieur et tu changes d'angle, etc. C'est très réflexif. Mhm. C'est la douleur, c'est pas réflexif. La douleur, elle ne nous demande pas notre avis. La douleur, c'est pas de l'imagination. La douleur, c'est une émotion et c'est un état organique. Si on prend la définition des sociétés de patients douloureux. Donc, moi, je ne fais plus ces tests-là. Ça ne correspond vraiment pas au type de douleur que les gens vivent. C'est trop hors sol pour moi. Voilà. Mais c'est un point de vue. Vous en faites ce que vous voulez. Bon, ça répond bien à ma question. Okay. J'en aurai une autre après. Je laisse la place à Lénaïque qui attend. Lénaïque. C'était juste à la fin de ton accompagnement avec Anna. Si j'ai bien entendu, tu fais venir la douleur à la place du poing dans la main. Alors, pas forcément à la place du point. Je la fais fixer. La main, elle fixe un point dessus. C'est juste pour la fixation du regard, qui est un inducteur. Et je dis, alors je n'ai peut-être pas été précis, mais la douleur vient dans la main. Voilà. C'est ce qu'on faisait à la salpêtrière. C'est l'origine du mot transfert en hypnose. Ce n'est pas des histoires de tu es mon papa, tu es mon professeur, qui est très bien étudié par les psychanalystes. On transférait la douleur d'une zone du corps à une autre. On la faisait bouger, on la faisait déplacer. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Enfin, L'idée, c'est de la faire diminuer de cette façon. C'est pas forcément de communiquer avec elle après. Tu peux. Tu as des protocoles de Rossi où tu demandes si la douleur est d'origine émotionnelle ou pas. Tu peux. Mais avant même de faire ça, on l'a fait diminuer. Ok. Voilà. Un point aussi important, il y a eu énormément d'exagération ces 30 dernières années sur le psychosomatique. Et souvent, il y a des médecins qui ont dit « Ah, votre douleur, c'est psychosomatique », quand
le diagnostic n'avait pas été suffisamment bien posé. Ça, il y a énormément de cas d'errance médicale où on se retrouve avec des patients qui viennent dans nos cabinets parce qu'on leur a dit que c'était dans leur tête, en gros. Et puis, des fois, en allant voir un autre spécialiste, en faisant tout un chemin, on va trouver le traitement qui convient. Dans tous les cas, une très bonne précaution à prendre, c'est de dire, nous, en tant qu'hypno, on ne peut pas vous dire si c'est psychosomatique ou si c'est organique. Par contre, on peut vous apprendre à gérer le truc, mais allez prendre plein d'avis médicaux. Moi, dans mon service de réanimation, il y a régulièrement pour un patient 5 médecins qui se réunissent, il y a 5 avis différents. C'est pour ça qu'on dit que la médecine, ce n'est pas une science, c'est un art. Donc, il s'appuie sur des faits scientifiques. Mais la part de l'humain reste importante. Donc, il y a énormément de médecins énormément. Hein. Il y a tout un livre qui s'appelle Médecine avec souffrance ajoutée qui raconte ça très bien, qui raconte effectivement les errances médicales. Alors, je ne suis pas là pour jeter la pierre aux médecins. Au contraire, moi, je travaille avec eux, j'aime bien travailler avec eux. Chacun à sa place. Mais il y a eu énormément d'exagération sur les effets psychosomatiques. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Hein. Il y a des douleurs fantômes, il y a des choses qui sont liées à des drames, etc. Celles-ci, elles partent assez vite et des fois même, elles partent sur un autre accompagnement. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'accompagner des gens sur d'autres problématiques, je ne sais pas, des problématiques existentielles, et puis, au fil des séances, c'est marrant, j'ai moins mal. Bon. Une fois, je faisais toute une série de techniques pour faire baisser la douleur chez quelqu'un qui avait un membre paralysé, qui avait eu un accident de moto. Et la séance, c'est fini. On a fait le deuil de sa grand-mère. Voilà. Ça, a priori, ça n'avait aucun rapport. Et effectivement, pendant une semaine, il n'a plus eu mal. Et après, les douleurs sont revenues, mais moins fortes. Et on a continué à travailler à un niveau émotionnel. Dans tous les cas, savoir faire une anesthésie, ça va permettre de libérer le passage à certaines émotions dans certains cas. Ça entraîne nos sujets à la transe. Ça, c'est toujours ça de prix. On va en avoir besoin. Et puis, bien souvent, c'est juste organique. Et c'est quand même pas mal de pouvoir apprendre aux gens à gérer, ne serait-ce qu'un peu plus, cela. Je ne sais pas si je ne me suis pas égaré par rapport à ta question. Non, si, c'est intéressant. D'ailleurs, Anna, elle sait même pas trop, elle n'a rien fait de particulier pour faire baisser la douleur. Elle s'est baissée, elle est partie. Voilà. Elle sait pas comment elle l'a fait. Du coup, pour le réutiliser éventuellement, elle sait juste se refocaliser comme elle l'a fait, peut-être ça. Bien sûr, tu refais la séquence. Refaire la séquence. Okay. Tu refais la séquence. Et à un moment donné, tu vas même repérer. Et après, c'est Erickson qui faisait ça, il faisait des soustractions. C'est-à-dire, tu refais la séquence et tu enlèves un truc. Est-ce que ça marche encore? Non, ça ne marche plus. Peut-être que tu retestes que le truc que tu as enlevé. Par exemple, fixe un point. Et puis t'attends. Fixe le point, juste fixe le point. 2 minutes, 3 minutes. C'est comment ta douleur? Ah, j'ai plus mal. Bon, maintenant, tu vas fixer un point. Et puis l'autre, ça va être, ah non, il ne se passe rien. Fixe un point, voilà, la main, les paupières se ferment, sommeil, machin. Des fois, il faudra tout. Hein. Des fois, les gens ils vont te dire au bout d'un moment, non, mais je me rappelle comment c'était la sensation, et c'est bon. Oui. Et ça, il m'énerve parce que moi, je suis incapable de faire ça en tant que sujet. J'aimerais bien. C'est-à-dire? Mais il y a des gens, ils disent, je repense à votre voix, je repense que j'étais assis dans le cabinet, je repense que j'avais plus mal, je ferme les yeux et c'est bon. Bon, ça, c'est de l'entraînement. Ça, c'est des séances et des séances. Merci. Ça répond? Ouais. Voilà. Elodie qui dit qu'elle n'a pas encore eu l'occasion d'accompagner sur des douleurs. En fait, si je devais résumer aujourd'hui, plus vous êtes à l'aise avec la construction d'états hypnotiques, plus ça va être simple de travailler les douleurs. À partir du moment où vous faites participer la personne, à partir du moment où ça, je sais que si vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas la culpabiliser. Alors, le truc sympa, des fois, des personnes qui sont venues me voir, on leur avait fait des recadrages sur la douleur. Ça va, quoi. Et quelle couleur ton Covid? Des recadrages sur la douleur. Enfin, franchement, le jour où j'ai eu ça, magique. Moi, je voulais voir le type. J'y allais limite comme quand on va à Euro Disney. Je veux voir ça. Il y a beaucoup de culpabilité sur la douleur aussi. Les gens, parce que leur entourage les culpabilise. Ah, mais secoue-toi, c'est dans ta tête. Bon, comme pour les phobies, hein, on va avoir un peu les mêmes types de réactions. As-tu des bons résultats avec la fibromyalgie? Ça donne des bons résultats, ouais.
Ça ne les enlève pas, hein, bien sûr. Ça, vous savez, on ne guérit pas. Des réactions, des questions? Moi, j'ai encore une question. Allez, allez. Là, on parlait beaucoup de douleurs physiologiques, mais tu parlais d'émotionnel là, il y a quelques minutes. Justement, est-ce que la prise en charge parce que je me rends compte que beaucoup de choses jusqu'à présent que tu as dit, on peut quand même le tabler pas mal sur d'autres choses que la douleur, je veux dire, en tant que telle. Mais Vraiment. est-ce que du coup, tu aborderais, toi, d'expérience, douleur émotionnelle ou douleur physique de la même manière, par exemple? Ouais. Ou... Au début, oui. Mais moi, je travaille d'une manière un peu particulière. J'entraîne d'abord les gens à l'hypnose et après, on discute. C'est ce que faisait Erickson, une demi-heure de transe, une demi-heure d'entretien. C'est une vision particulière. Maintenant, il y a des personnes qui me disent, moi, j'ai besoin de parler. Ben, on parle. Mais dans mon cadre, je suis assez clair, c'est-à-dire, les gens, ils ont besoin de vider leur sac, ils ont besoin d'être écoutés, ça leur fait du bien et c'est très chouette. Mais dans ce cas-là, je leur dis, bah, si on parle comme ça pendant plus d'une heure et tout, ne me demandez pas 5 minutes avant la fin de la séance de vous faire un dormez maintenant, je le veux. C'est pas réaliste. Ça, c'est dans mon cadre. C'est posé tel quel. Et effectivement, les mises en hypnose se sont d'autant plus améliorées qu'au fil des années, mon cadre s'est simplifié, s'est clarifié. Moi, je leur dis, mon outil principal, c'est l'hypnose. J'utilise d'autres outils, mais c'est surtout l'hypnose. Sur les premières séances, on va s'entraîner à développer les attributs de l'hypnose qui vont être utiles à vos problématiques. Comme ça, le jour où on a besoin d'en faire, vous avez besoin d'en faire en auto-hypnose, on est déjà entraîné à ça. Et moi, je propose de l'hypnose. Donc, voilà. Et je n'ai pas de pression là-dessus parce que moi, je refuse les one-shots et que je suis très clair sur le fait que, sauf exception, dans ce cas-là, tant mieux. Ça peut arriver, hein, je dis pas que c'est... Enfin, des fois, l'hypnose, ça peut aller vite, mais voilà, l'hypnose, ce n'est pas une thérapie brève. Ça n'a jamais été une thérapie instantanée, en tout cas dans son histoire. Palo Alto, les thérapies brèves sont des petites sœurs de l'hypnose, mais pas le contraire. Maintenant, des fois, en fonction du niveau de préparation des gens, de leur chemin de vie, de là où ils sont, oui, des fois, on va avoir des super résultats en 3 à 4 séances. C'est super, c'est génial. Et on ne peut pas le bouder. Mais moi, dans mon cadre, c'est on prendra le temps qu'il faut. Moi, je vais chercher des raccourcis avec vous. Et voilà, là, aujourd'hui, on fait de l'hypnose. Maintenant, si vous avez besoin de parler parce que vous en avez gros sur la patate et tout, ben, c'est OK, je vous écoute. Je vais vous embêter quand même avec des questions. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Les gens, ils sont grands, hein, ils disent ce qu'ils veulent. Et ça évite aussi les types qui font ouais, vas-y, fais ton truc. Ah non, ça ne marche pas comme ça, mon gars. On s'entraîne à l'hypnose et je ne fais pas d'induction tant que je n'ai pas eu un certain nombre de validations. Mets ta main comme ça, fixe un point, prends une bonne inspiration, colle ta langue, ta respiration. Des trucs basiques. Et là, vous pouvez avoir plein d'idées plus intéressantes que les miennes là-dessus. Alors, Lénaï dit, à l'hôpital, tu n'es pas appelé pour des urgences one-shot? Eh bien, des fois, oui. Mais quand on me demande de faciliter un soin douloureux, je refuse si je n'ai pas eu un temps de préparation. Je refuse maintenant. Parce que si je fais une séance d'hypnose en urgence, en limitant mes chances de réussite, je suis en train de flinguer les réussites de la deuxième séance. Je suis en train de me faire un anti-effet Rosenthal, c'est-à-dire je vais perdre confiance en moi. Et c'est aussi la confiance que j'ai dans ma technique qui fait que ça fonctionne. Ça, c'est un effet qui est étudié, ça s'appelle l'effet Rosenthal. Et je peux pas. Je ne peux pas flinguer ma confiance en moi sur ces choses-là. Je ne peux pas flinguer la confiance du patient dans l'hypnose. Donc, des fois, je leur dis aux gens, des fois, les médecins, ils n'en ont rien à foutre de ce que je peux dire. Et donc, ils disent, ouais, viens, on fait un soin. Je dis aux gens, bah, aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire l'hypnose. On fera l'hypnose après. Mais là, je vais attirer votre attention sur certaines choses. Je vais vous tenir la main, vous allez me la broyer, je vais vous raconter des trucs, je vais attirer votre attention sur autre chose. Mais là, je leur dis, on va limiter la casse. On va faire de notre mieux. Alors, des fois, tu arrives à les choper quand même, hein, les gens, mais tu dépenses une énergie monstrueuse. Mais moi, je ne m'engage pas sur des choses improbables. C'était des heures de préparation avant les anesthésies hypnotiques. C'est pour ça que ça a été remplacé, parce que la chimie, ça va plus vite, même si ça met les gens dans le coma. Minimum 3 séances, ouais. Moi, je dis, on fait une première séance, et après, on part sur 3 séances. C'est tout. Je ne fais pas en dessous. Au bout des 3 séances, on évalue où on en est, s'il y a des résultats, si ça vous parle pas. Puis voilà.
Et ça fout la pression, ça fout beaucoup moins la pression à tout le monde, nous et eux y compris. Et puis, ça élimine les touristes. Et les gens, ils ont le droit d'être des touristes, mais ben, faut qu'ils aillent voir, faut plutôt voir des gens qui vont mieux que nous encore manier l'effet placebo. Mais c'est 25% de réussite, l'effet placebo. Ce qui est super déjà en soi. Moi, je ne joue pas à ça. Non. Virginie, quel type d'induction après test? Sommeil. Dormez. Ce que je vous ai fait un peu tout à l'heure en le développant plus. Tu as d'autres inspirations, sinon dans RIA et dans le doc que je transmettrai à Anna Gallet après cette séquence, qu'elle vous retransmettra et que je vous demanderai de garder pour vous parce que c'est mon travail. Voilà. Encore une dernière question? Parce que là, il est tard et on a bien débordé et Anna est en train de partir. J'adore. Est-ce que vous avez des remarques pour amélioration, tout ça, des choses comme ça? Enfin, il ne faut pas hésiter. S'il y a des questions, je pense que Pierre Anna les transmettra. Et puis voilà, j'espère que ça vous a apporté un petit quelque chose. C'était trop bien. Merci. Vraiment cool. Elles sont contentes, je pense. Cool. Moi, j'étais content de croiser ton groupe. C'est une bonne énergie, tout ce que vous faites. Je recommande beaucoup ce que tu fais. Voilà. Alors, très chouette. Merci, merci, merci. Et Et si à un moment vous avez besoin de supervision, que ce soit sur douleur ou autre, en individuel, Yann fait aussi. Ouais, je fais surtout sur la mise en hypnose, les phénomènes hypnotiques, comment simplifier tout ça et être à l'aise avec ça. Génial. Toi, tu travailles sur le mindset, moi, je travaille sur plus la technique. Voilà. Nous sommes complémentaires, c'est fantastique. Je pense que voilà, nous sommes en terrain amis. T'inquiète. Eh bien, écoutez, mesdames, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos questions, merci pour votre écoute. Et puis, en espérant que ça vous ait permis de simplifier un peu tout ça, de recadrer aussi tout ça. Christelle, t'es en bug, tu nous fais un swan? Non, c'est bon. Ouais. Et allez, Géraldine, fait rire avec son smiley. Et puis, bonne nuit. Voilà, c'est bien ça. Oui. Yann, t'avais un truc. Très bonne nuit à tout le monde. Très bonne Voilà. nuit à dire. Merci mille fois, merci. Ouais, merci beaucoup, beaucoup. Merci, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, bonne soirée. Dormez, sommeil. Allez. Je le veux. Le sommeil, simplement le sommeil uniquement.